De nouvelles demandes de parole. Oui, voulez-vous présenter, madame, s'il vous plaît? Bonjour, Isabelle Florest, Fédération régionale des guides interprètes. Alors nous, on focalise en fait tout ce qui a été dit autour de cet hémicycle. Bon, déjà, merci de nous avoir accueillis ici, c'est sympathique comme lieu. On l'a vu qu'à la télé, alors maintenant, on peut le voir en vrai. Donc nous, la charte, bien sûr, on va y adhérer complètement, puisque de toute façon, déjà, depuis l'année dernière, il y a eu une motion par rapport à notre métier qui a été votée par l'ancienne mandature, mais qui a été votée quasiment à l'unanimité. Donc cette motion était pour nous, les guides, pour qu'on puisse être employés par les agences qui sont en Corse, mais qui sont aussi de l'extérieur. Donc quand je dis de l'extérieur, ça soit aussi bien du continent qu'européen. Alors nous, notre souci, même si effectivement la motion a été d'un grand secours pour nous, notre souci, il est important, déjà par rapport à la formation, même si on n'aime pas beaucoup ce mot de formation initiale. Il y a beaucoup de problèmes pour qu'on puisse fournir des guides, notamment dans certaines langues, puisque la formation dans les langues en Corse, c'est compliqué. Déjà depuis le collège, par exemple, si vous voulez apprendre l'allemand en Corse, alors qu'il y a beaucoup d'Allemands qui viennent en Corse, que ce soit avec des groupes ou on peut le voir aussi avec les hôteliers et les restaurateurs. Donc là, on a déjà un problème de ce niveau-là. Donc ça perdure jusqu'à l'université. Ensuite, il y a la formation, et ça, on peut le souligner, c'est vraiment une chance pour nous, une formation en licence pro des guides à l'université de Corse. C'est une des rares qui existent en France. Mais cette licence pro a des difficultés à recruter des Corses qui habitent ici, qui connaissent déjà leur terre. Pourquoi ? Parce que le métier de guide, on n'est pas très nombreux, il faut le dire, mais c'est un métier qui est saisonnier et qui est pas très très rentable, il faut le dire, puisque dès qu'on parle de saison, ça ne rapporte pas énormément. Donc cette université a des difficultés à recruter sur l'île et est obligée, pour avoir un certain nombre d'étudiants, de prendre des étudiants qui viennent de l'extérieur et qui du coup repartent. Donc une fois qu'il y a certains étudiants corses qui se retrouvent sur le marché, bien, il faut aussi qu'ils trouvent du travail. Mais ce travail, eh bien, il est aussi pris par d'autres personnes qui arrivent du continent. Donc tant qu'ils sont dans la légalité, c'est-à-dire qu'ils ont leur diplôme de guide, ils peuvent travailler en Corse, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. D'où le fait qu'on ait voulu ce vote à l'Assemblée l'année dernière par rapport à la motion et que notre travail soit pris en compte au niveau de nos qualités surtout, et du fait de transmettre la culture corse à ceux qui viennent visiter l'île. Et là, le coup de grâce, ça a été qu'on nous menace de faire des formations de guides pour la Corse. Alors je dis guide entre guillemets, puisque évidemment il n'y aura aucun diplôme d'État qui va être délivré, mais on nous menace de faire des formations pour des guides à l'extérieur, pour des gens qui travailleraient en Corse en saison. Voilà, parce qu'on nous dit que nous ne sommes pas assez nombreux pour fournir à la demande, ce qui peut être vrai, mais la plupart du temps, ce n'est pas vrai, parce qu'on nous trouve trop cher, alors qu'on est à peu près 30% moins cher que nos collègues du continent. Donc nous, on focalise tous les problèmes dont vous avez parlé jusqu'à maintenant. Et puis l'autre problème aussi par rapport au centre de formation, c'est un problème de formation continue, parce que nous sommes obligés d'être notre propre entreprise. On ne peut pas être employé, ou c'est très très rare, par des entreprises locales. Donc nous sommes soit en micro-entrepreneur, soit en profession libérale. Et quand vous êtes saisonnier avec des revenus faibles, vous ne cotisez pas assez pour la formation continue. Donc nous, on est obligé de nous débrouiller nous-mêmes pour faire des formations continues
gratuite. Donc nous, on focalise tous ces problèmes. On n'est qu'une petite structure, c'est sûr, mais je pense qu'on est un petit exemple de ce qui se passe dans beaucoup d'autres professions en Corse. Merci. Merci à vous. Donc, il y avait une demande de parole. Voulez-vous présenter, s'il vous plaît? Alors, bonjour à tous. Eric Cassio, je suis vice-président de la Fédération Corse de l'hôtellerie de plein air. Donc je ne vais pas rajouter grand-chose parce que déjà M. César Philippe a dit beaucoup sur la profession. Oui, excusez-moi. Simplement, je parle juste en tant que chef d'entreprise du milieu rural et j'espère qu'on prendra en compte les vraies difficultés des entrepreneurs ruraux parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, mais aussi c'est très compliqué aujourd'hui d'employer, de faire venir des gens, ne serait-ce que d'Ajaccio. Faites venir quelqu'un d'Ajaccio, une comptable d'Ajaccio pour aller à Sagone, pour aller à Cargèse, pour aller à Porto, c'est impossible. Donc voilà, j'espère qu'on prendra en compte ça. Je vous remercie. Merci à vous. Donc d'autres organisations qui... Oui. Voulez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je suis Tchekal Diatelius, je suis président de la Fédération régionale des offices de tourisme et syndicats d'initiative. C'est à ce titre-là que je suis invité. Je suis aussi maire de l'âme. Donc la problématique, elle y est effectivement dans le tourisme, elle y est aussi dans nos petits villages. Et je voulais déjà vous remercier de cette initiative et que je voulais dire qu'on adhère à 100%, du moins j'adhère à 100% avec cela. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a deux débats bien distincts. Il y a effectivement l'élaboration de cette charte, et on sera à vos côtés pour l'élaborer. Et il y a aussi créer de l'emploi. C'est deux problèmes qui sont bien distincts, et c'est deux problèmes qu'on ne traite pas aussi facilement. Pour la charte, effectivement, je pense que c'est nécessaire de la faire. Il faut être vigilant quand on la fait, mais il faudra surtout être vigilant quand on va l'appliquer. Parce qu'il ne faut pas non plus, si vous voulez, que ce soit un passe-droit pour la population locale d'avoir un emploi. Alors quand je dis cela, ce n'est pas de défavoriser les gens d'ici. C'est que plus on les mettra en concurrence, et plus on ira vers l'excellence. Le tout, c'est de ne pas aller et de tirer tout vers le bas. Donc j'ai bien entendu ce qui s'est dit donc ici aujourd'hui. Je vois qu'à peu près, à part quelques bémols, tout le monde est d'accord pour que cette charte elle soit réalisée et elle soit appliquée. Effectivement, pour le maire qui parle là, on a le problème de l'emploi, on a le problème du logement et on a beaucoup de problèmes qui aujourd'hui en Corse ils se posent. On peut le constater et le président de l'université l'a bien dit qu'ils sont là aussi. Ils sont là pour pousser à l'emploi. J'entends bien les jeunes qui parlent et qui ont l'air de savoir dans quelle direction ils veulent aller. Cette formation, il est important aussi qu'elle soit en adéquation avec le monde du travail. Ensuite, c'est des gens qui sont formés. Je ne pense pas que ça soit le plus compliqué pour nous demain de pouvoir les faire travailler en Corse. Il faut savoir aussi qu'au-delà de cette formation, il y a aussi des gens qui ne sont pas formés et pas formés du tout. Et là, cette population-là, elle est beaucoup plus compliquée à faire travailler, elle est beaucoup plus compliquée à embaucher. Donc il y a vraiment un travail de formation à faire, un travail de formation sérieux et pas un travail de formation, si vous voulez, qui va maintenir des gens pendant 8 mois ou 10 mois dans une espèce de zone où on ne les considérera pas comme des chômeurs pour en faire des chômeurs un peu plus tard. Donc je crois qu'il y a quand même une masse de problèmes qui se posent là, que ça ne va pas être si simple et qu'on aura besoin vraiment de temps et de beaucoup d'échanges entre partenaires pour arriver à sortir quelque chose qui soit à peu près cohérent. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Donc, est-ce qu'il y a encore des demandes de parole? Oui, et donc tout le monde semble s'être exprimé. Donc là, il y a donc, le STC qui demande la parole à nouveau, donc ce qui est normal, qu'il y ait des échanges. Donc pour ceux qui veulent. Et puis il y a une demande aussi de parole du conseil exécutif, Josefa Giacometti. Donc moi, je voulais simplement faire quelques précisions parce que quand j'entends que dans le personnel d'exécution on embauche ici, c'est pas vrai. C'est pas que dans le personnel d'encadrement qu'on va chercher autre part. On va chercher autre part, même dans le personnel d'exécution.
Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. La réalité, quand on parle de personnel détaché, c'est bien des personnels d'exécution qu'on va chercher autre part, pas des personnels d'encadrement. Tout à l'heure, M. Moufrage, j'ai parlé du CREFOP. Le CREFOP, c'est un organisme pour la formation professionnelle. Ben, l'anomalie, et là je prends ma casquette de syndicaliste STC pur et dur, c'est-à-dire qu'à un certain moment, la première organisation syndicale, elle n'est pas au CREFOP. Elle n'est pas au CREFOP pour une simple raison, c'est que la Corse, en matière de formation professionnelle, elle est dans le droit commun. Elle n'est pas dans ce qui est reconnu au DOM et au TOM, c'est-à-dire que dans le CREFOP, les organisations représentatives au plan régional sont partie prenante de ce comité. En Corse, ce n'est pas le cas. Après, il y a aussi le fait que, quand on regarde les chartes qui ont été signées, on s'aperçoit qu'elles ont été signées souvent avec l'État, et pour avoir participé à des discussions avec des syndicats en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, rarement avec ceux de la Réunion, on s'est aperçu aussi que c'est très difficile après de faire appliquer ce qui a été signé. En Guadeloupe, le LKP a fait signer 165 points. Mais quand on va les voir et qu'on demande s'ils ont été appliqués tous, ils n'ont pas tous été appliqués. Et donc il faut remettre le couvert en permanence. Aujourd'hui, on est pour... j'ai bien entendu que tout le monde était pour la charte, pour développer l'emploi local. À un certain moment, il faut savoir que quand on met une signature au bas d'un document, il va falloir l'appliquer. Pas dire on l'a signé pour le signer, parce que quand on regarde à la Réunion, c'est une charte qui a été signée, je dirais c'est une charte de bonne conduite. Il faut aller plus loin. Pour nous, c'est une charte d'obligation. Et pas pour dire on va faire du clientélisme, parce que malheureusement, la Corse, le clientélisme, on connaît dans tous les domaines, en matière d'emploi aussi. Il va falloir aussi qu'on soit vertueux dans la reconnaissance de la signature des organisations syndicales, quelles que soient les organisations syndicales. C'est-à-dire qu'elles soient de salariés, qu'elles soient aussi patronales. Parce qu'à un certain moment, on a des difficultés à savoir que lorsqu'on signe quelque chose, comment va-t-on faire pour le faire appliquer? J'ai parlé du LKP tout à l'heure. L'État a signé des accords. Il a fallu que les syndicats de la Guadeloupe reviennent à la charge à plusieurs reprises pour le faire appliquer, malgré le fait qu'il y ait une signature. Donc on est au début d'un processus. Semble-t-il, tout le monde est d'accord. Maintenant, retroussons-nous les manches pour que, concrètement, on crée les conditions. Parce que l'obligation, des fois, dans la vie, c'est quelque chose de bien. C'est vertueux. C'est dire aussi que quand on parle des emplois détachés, on parle aussi de travailleurs qui viennent de l'autre côté, peut-être de la mer, peut-être d'Europe de l'Est. Moi, je ne les dénigre pas. C'est ceux qui les font venir qui sont à dénigrer, clairement. Parce que la concurrence, elle est déloyale entre entreprises, mais elle est déloyale avec un dumping social entre les travailleurs d'ici. Ceux qui sont d'ici, ceux qui arrivent, pour nous, ils doivent être les mêmes, ils doivent avoir les mêmes conditions de travail. Et tout à l'heure, j'entendais parler d'une charte, y compris dans les marchés publics. Mais je crois qu'on a besoin de savoir, d'avoir la connaissance d'un certain nombre de chiffres pour que l'on sache précisément où on en est aujourd'hui. Nous, la réalité, ce n'est pas simplement l'encadrement qui manque en Corse, où on va chercher de l'emploi autre part. C'est y compris l'exécution. Parce que je vais le dire, il y a des patrons qui ne respectent pas les lois. Tout à l'heure, j'entendais M. Philippe qui disait « on est vertueux, on essaie de le faire et on a des problèmes ». Il y en a d'autres qui ne le font pas, clairement. Et nous, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes toutes organisations syndicales confondues, confrontées très souvent à ce problème-là. Donc demain, lorsqu'on signera quelque chose, si on le signe, et j'appelle de tous mes voeux que l'on le signe, il faudra que la signature qui soit au bas du document, elle garantisse l'efficacité et la mise en œuvre de ce document. Merci. Donc, je crois qu'il y avait une demande de l'exécutif, donc Josefa Giacometti. Merci. Jean-Christophe reviendra, je crois, tout à l'heure sur la question d'une charte en matière d'accès au marché public, puisque nous y avons bien évidemment et nous y réfléchissons bien évidemment. Et le président avant moi a posé la nécessité d'avoir une approche globale sur la question de l'emploi et de la formation, et surtout, et ça a été dit par plusieurs intervenants, la nécessité absolue dont nous avons conscience de lier ce qui paraît évident mais qui ne l'est pas jusqu'à aujourd'hui, l'emploi et la formation. Car pour parler d'adéquation, il faut avoir une approche qui lie ces deux problématiques. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons ces 3 derniers mois rencontré, notamment avec le président de l'ADEC, mais aussi avec d'autres,
d'autres membres de l'exécutif, des socioprofessionnels, et nous nous sommes bien rendus compte que cette adéquation, elle n'allait pas de soi et elle n'était pas une réalité. La nécessité d'une mise en synergie de l'emploi et de la formation. Alors, il y a aussi l'outil CREFOP a été évoqué. Il est vrai qu'il y a besoin d'avoir un outil qui coordonne, qui mette en cohérence, qui permette le partage d'informations entre les différents partenaires. Mais il y a surtout, et c'est ce que nous nous attelons à faire au sein du Conseil exécutif, une nécessité d'évaluation de tous les outils que nous avons à notre disposition pour voir ceux qui sont efficaces, ceux qu'il faut revoir, ceux qu'il faut réinvestir. Parce que la conscience première que nous avons eue, c'est qu'il y a eu de la part de notre collectivité un manque d'investissement et peut-être un manque de pilotage jusqu'à aujourd'hui en matière de politique, notamment de formation, puisque je parlerai de la question qui me concerne directement au sein du Conseil exécutif. Effectivement, il y a eu quelque part une absence de pilote. Une absence de pilote qui conduit ensuite à une absence de mise en cohérence des plans de formation, à une absence de coordination entre les acteurs et à une absence de coordination des actions. Puisque logiquement, vous le savez, notamment au sein du CREFOP, il y a une coprésidence État-CTC qui a jusqu'à aujourd'hui été déséquilibrée. Et il y a aussi certainement une nécessité, au-delà du CREFOP, de mettre des outils de coordination en place. C'est ce que, depuis quelques semaines, nous nous attelons à faire avec l'exécutif, c'est-à-dire de rencontrer les branches socioprofessionnelles, les chambres, les syndicats, mais aussi les organismes de formation, les EPLE, l'université. Nous aurons aussi à discuter, j'ai bien entendu la volonté de Monsieur le recteur, nous aurons très certainement, très prochainement à discuter d'un partenariat renforcé, puisque dans la politique de formation, nous avons pu véritablement nous rendre compte qu'il y avait aussi une question, elle a été posée, elle a été insinuée, approchée de manière allusive par plusieurs intervenants, c'est la question d'une discontinuité et de points de rupture entre la formation initiale, continue, tout au long de la vie. On voit qu'à un moment donné, il y a plusieurs points de rupture qui interviennent et on perd. Et l'action de formation se dilue véritablement. Ça, c'est un premier diagnostic à poser. Il faut aussi poser la question du diagnostic des besoins des entreprises, évidemment, du besoin des entreprises. Là aussi, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas toujours. Il faut pour cela une méthode, parce qu'une fois qu'on le dit, il faut être en capacité de le mettre en œuvre, puisque diagnostiquer les besoins des entreprises, c'est ensuite être en capacité de les analyser et de proposer des solutions derrière, puisque sinon, ça n'a pas beaucoup d'utilité, hormis celle d'établir un constat que l'on peut ensuite partager et que l'on peut faire valoir. Mais nous, ce qui aujourd'hui nous intéresse, c'est de véritablement rendre opérants les éléments du diagnostic et les éléments de l'analyse. Les remontées des besoins pour nous permettre de diagnostiquer les métiers d'avenir, les métiers en tension, également, trouver les ressources nécessaires, ça a été dit par plusieurs intervenants, parfois il nous manque la ressource en face du besoin. Véritablement établir un plan de formation, puisque logiquement c'est de la responsabilité de notre collectivité de le faire, en tout cas de le piloter avec les différents organismes que j'ai évoqués tout à l'heure. De manière très pratique, pour donner un exemple concret de ce que l'exécutif est en train de mener, nous avons la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous travaillons actuellement avec la présidente de l'agence d'urbanisme à véritablement essayer d'activer les bons leviers. La PPE, qu'est-ce que c'est ? La PPE, c'est un plan pluriannuel de l'énergie où il va y avoir un financement important pour notamment procéder
à la réhabilitation du bâti d'un côté, mais aussi à l'investissement dans les énergies renouvelables. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? C'est que nous savons que dans les mois et les années à venir, il va y avoir des besoins pour répondre aux marchés qui vont être créés par ce besoin en rénovation, par ce besoin en équipement d'énergie renouvelable. Plutôt que d'attendre, nous avons décidé d'être proactifs et de dire nous allons travailler sur l'établissement de fiches métiers. Fiches métiers répondant aux besoins. Nous allons aller auprès des socioprofessionnels, notamment pour ce qui concerne la PPE, du BTP et du secteur de l'énergie, leur dire voilà ce que sont notamment les fiches métiers, les besoins dans les années à venir, quels besoins aujourd'hui vous avez pour y répondre, est-ce que votre tissu, vos entreprises sont en capacité de répondre à ces besoins-là? Si oui, tant mieux. Sinon, faut-il mettre une formation initiale, formation continue? Faut-il mettre de l'apprentissage? Monter le plan de formation pour accompagner la montée en compétences. Cette méthode-là, nous allons tenter de la décliner de deux manières. Ici, c'est un grand plan stratégique qui vient avec du financement, activer par effet levier la capacité de la collectivité à venir vers les entreprises et à véritablement dire quels sont vos besoins, on va vous accompagner pour y répondre, et que donc ensuite le but, qu'est-ce que c'est? C'est que les entreprises corses puissent répondre au marché en disant voilà, vous nous avez été informés, nous allons répondre de manière très concrète. Et puis ensuite, cette méthode, nous allons pouvoir l'inverser, c'est de dire les entreprises ont des besoins, puisqu'elles sont elles aussi bien souvent proactives, puisqu'elles sont au contact du terrain quotidiennement, de nous dire, regardez, nous savons qu'ici, il va y avoir du besoin en montée en compétences, nous allons avoir besoin de monter en compétences, comment pouvez-vous nous accompagner? Donc cette méthode-là, nous sommes en train de l'élaborer pour que, de manière très pratique, on puisse se projeter pour que, vous le savez que nous sommes trop souvent passés à côté de marchés. Les entreprises corses, ça a été évoqué, elles sont pour l'essentiel composées de PME, voire de TPE, et que donc souvent elles n'ont pas pu répondre. Ça, il faudra le construire, le président de l'ADEC. Nous travaillons en transversalité pour aussi construire cette capacité à donner aux entreprises la force de pouvoir répondre, de pouvoir se positionner sur les marchés. Là, je l'expose pour la formation, mais il y a des choses aussi prévues au niveau de l'accompagnement des entreprises plus globales, et véritablement pour qu'elles puissent, dans les années à venir, se positionner sur les grands défis qui seront les nôtres. Qu'est-ce que le rôle du politique au final ici? C'est d'anticiper, de mettre en cohérence les besoins des entreprises avec les grands plans stratégiques aussi que nous avons votés, puisque sinon il ne serait que des vœux pieux. Nous avons voté notamment un PADUC. Le PADUC, il doit aujourd'hui être opérationnel sur le territoire, et ce sont aussi nos entreprises qui doivent pouvoir y répondre, s'inscrire dans les grandes perspectives, mais c'est à la collectivité de véritablement accompagner. Donc la méthode très pratique que nous mettons en place, nous la déclinons pour l'heure au secteur de la PPE, mais elle va se décliner dans le numérique, elle va se décliner dans le tourisme, et elle va pouvoir se décliner dans plusieurs domaines clés où, enfin, nos plans de formation seront en adéquation avec les besoins de notre territoire. Ce ne sera plus seulement un effet d'annonce. Merci. Il y avait une demande de César Philippe et M. Jacomont. Oui, moi c'est pour... Dominique n'est plus là, mais j'aimerais répondre sur 2 points. Le premier, c'est de dire que ce qu'il a pris pour un discours agressif n'est simplement qu'un discours réaliste. C'est peut-être de la déformation professionnelle, parce que je vous rappelle que dans notre métier, on travaille, nous, à N-1, c'est-à-dire que, vous voyez, au mois de juin 2016, on aura déjà vendu et réglé la saison 2017. Donc c'est peut-être ce qui nous fait nous projeter plus rapidement, parce que c'est vital pour nous d'anticiper. Et sur un autre point, celui des travailleurs qui viennent de l'extérieur, je peux peut-être donner un scoop là,
Parce que tous ceux qui étaient l'année dernière, moi je connais des établissements qui ont travaillé avec, il y en a chez nous très très peu, pratiquement pas, mais qui ont travaillé avec ces salariés qui viennent des pays européens. Ils vont être cette année tous sous contrat français. C'est-à-dire qu'ils ne payeront plus, les agences d'ailleurs qui travaillaient sous ces contrats-là ont augmenté leur salaire de 250 €. Et ils ont signé, tous ont demandé à signer des contrats français. Alors je vais vous dire ce qui va se passer. Malheureusement, ça ne va pas régler le problème. Ça va venir gonfler le nombre de chômeurs en fin de saison, uniquement. Et ce n'est pas en abordant le problème de ce côté un petit peu négatif qu'on va régler le problème de l'emploi. Monsieur Giacommoni. Merci, Président. Je crois que la charte, ses orientations, c'est une chose. La présidente de la commission formation vient d'entrer dans un sujet qui fait partie de ce qu'on appelle le dur. C'est l'adéquation entre la formation et l'emploi au constat de ce qui se fait aujourd'hui. Elle propose de rentrer dans une sorte d'inversion des normes, non pas par rapport à la loi El Khomri, pour laquelle on manifestera le 31, mais par rapport à une pratique qui était jusqu'aujourd'hui déclinée en Corse. Quelle était cette pratique? Il y avait la commande publique, et tout le monde prenait un abonnement à la commande publique, sans pour autant que l'offre de formation émanant des entreprises, émanant du monde du travail, ait pu être globalement maîtrisée et ait pu recevoir une réponse organisée autour d'un projet économique ou d'un projet politique qui sera demain celui de l'Assemblée de Corse. Donc, je l'ai dit des fois en commission, en prenant un peu une expression marrante, si on veut, c'était le fameux abonnement à milliards sans frontières. On allait à la région, on demandait, bon, moi, mon centre de formation, j'ai besoin de temps, voilà. Et bien, cette norme-là, effectivement, à l'inverse de la loi El Khomri, moi, je suis partisan, au nom de mon organisation syndicale, de la soutenir. Parce qu'à un moment donné, effectivement, il faut aller au fond des choses. L'offre, le besoin, l'adéquation et la finalité étant l'emploi dans l'entreprise, ça me paraît quelque chose d'incontournable et d'essentiellement à maîtriser. Merci. Donc, je crois que oui. Merci Président. Jean-François Rossi, directeur de la CITEC. Pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'on n'est pas très connu, c'est une société d'économie mixte de la collectivité territoriale qui intervient dans le domaine du numérique. Ce qu'on attend, nous, aujourd'hui, de la puissance publique, c'est une capacité d'anticipation et une capacité de partage de l'information essentiellement. Notre capacité à créer de l'emploi, elle va dépendre à un moment de notre capacité à anticiper le marché, donc une attente en matière de veille technologique, mais surtout à anticiper les évolutions sociétales. Et on n'est certainement pas, nous, à taille critique aujourd'hui pour pouvoir mener ces opérations de veille. Donc je pense que sur un marché atomisé comme le marché de la Corse, les actions de veille, aussi bien technologiques qu'économiques, doivent être portées par la puissance publique. Ensuite, pour rebondir sur ce qu'ont pu dire les autres chefs d'entreprise, je pense que l'application de la charte, pour nous, elle est tout à fait naturelle. Puisque l'embauche d'un Corse, aujourd'hui, ça nous permet d'éviter le turnover, tout simplement. Donc il n'y aura aucune difficulté, je pense, pour la majorité des entreprises à adopter la charte. Par contre, on aimerait à un moment que soit clairement défini ce que la puissance publique peut nous apporter, notamment en matière d'observation et d'anticipation. Voilà. Merci. Oui, monsieur le directeur. Je voulais juste revenir sur 2-3 points qui ont été abordés. Et je cautionne totalement le fait qu'il sera nécessaire de faire un état des lieux. Mais l'état des lieux, au-delà de chiffres, je pense qu'il sera important de donner des définitions à un certain nombre de choses. Notamment quand on parle d'offres d'emploi non pourvues ou quand on parle de main-d'œuvre détachée. Si je cite simplement la situation de la main-d'œuvre détachée, c'est un personnel qui est mis à disposition par une entreprise extérieure. Et en aucun cas, ce personnel ne pourra s'inscrire à Pôle emploi par la suite. Donc je pense qu'il est nécessaire que, aussi bien sur un certain nombre de thématiques, au-delà des chiffres, qu'on donne des définitions précises des populations dont on parle. Parce que je pense que ça peut amener des fois à certaines confusions.
Bien. Oui, Jean-Christophe Angelini, qui est président de l'ADEC, donc qui a demandé la parole. Merci, Président. Bon, 2 mots. Le président du Conseil exécutif et Josepha Giacometti ont dit l'essentiel. Simplement du point de vue donc, de l'ADEC, et plus généralement, je le crois, du Conseil exécutif sur le sujet. Bon, d'abord, saluer l'initiative et surtout le consensus qui émerge. Il y a manifestement aujourd'hui, au-delà de la prise de conscience qui est déjà ancienne, un degré de maturité et une volonté réelle de poser le problème en des termes qui ne sont plus des termes polémiques ou partisans, mais des termes qui sont, me semble-t-il, assez opérationnels, même si on n'a pas encore, mais ça c'est la conclusion qui le fera, esquissé concrètement les directions dans lesquelles on souhaite s'engager à l'aune des documents que vous nous avez transmis et qui, conjugués à d'autres, offrent un cadre pertinent de réflexion et d'initiative pour favoriser l'emploi local. Deuxièmement, il y a un problème d'observation. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui collectivement de décrire dans le détail de leur réalité les flux, la question liée au transport, la question liée à l'évolution des prix, la question liée à tout ce qui caractérise une vie économique dynamique et réactive. En d'autres termes, sous le contrôle des acteurs ici présents, il y a, je le crois, une petite vingtaine d'observatoires économiques qui sont aujourd'hui disséminés. Alors on a les prix du carburant, on a la précarité, on a etc., etc. Tout ça pour dire que ça nous renvoie à l'observation de la commande publique. En un mot, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté de ce point de vue-là. Parce qu'en gros, on est dans une compétence qui est actuellement partagée, mais sur laquelle, encore une fois, on manque un peu de retour. Donc il y a nécessité d'avoir une observation économique qui soit fine et qui nous permette d'agir en veille et en prospection, et pas uniquement en réaction, à partir de chiffres qui ne sont pas toujours, je dirais, avérés dans les grands domaines stratégiques. Sur la commande publique, ça a été dit, l'Assemblée de Corse a délibéré il y a peu. Il y a eu à la fois une motion portée par un groupe de l'opposition, qui a été un peu amendée, je crois, et puis une autre, un texte, qui lui émanait de Pedranto, président d'un des groupes de la majorité, Tomasi, sur la question donc, du transfert de la compétence aujourd'hui dédiée à Pôle emploi et, je dirais, celle du financement des formations. Il faut qu'on soit dans un cadre qui nous permette, et on en est tous d'accord, de voir dans un premier temps comment on peut créer un parcours conventionné. Il y a un certain nombre de possibilités qui nous sont immédiatement offertes. On aurait tort de ne pas les saisir. Et après, bien sûr, on est tous ici, me semble-t-il, pour que l'on tende au maximum vers l'appropriation et vers l'intégration de compétences nouvelles. Mais de ce point de vue-là, il faut qu'on soit en thèse. Allons immédiatement au bout de ce qui nous est permis, à la lumière, encore une fois, des documents, des échanges et des premières conclusions que l'on peut tirer ensemble. Là-dessus, un autre sujet. Il y a 22 500 chômeurs. Mais on ne peut pas raisonner en termes quantitatifs. La question de l'emploi local, elle interroge aussi le modèle économique. En clair, vers quel type d'économie nous dirigeons-nous? Et à partir de là, effectivement, on peut avoir 100% d'emploi local, mais si on est dans une économie qui est dominée par des tendances et par des secteurs qui ne correspondent pas à une économie de production, on va avoir un sujet qui sera un sujet grave. On parle de la main-d'œuvre détachée, mais posons d'abord la cause. Pourquoi est-ce qu'on a, comme le rappelle souvent François Gabriel, une difficulté de ce point de vue-là? C'est parce qu'on a un secteur du bâtiment qui, ce n'est pas une critique ou un jugement de valeur, a occupé ces 10 ou 15 dernières années une place de plus en plus importante. Et de facto, on en déduit des formes d'organisation du travail et du salariat qui ne correspondent pas forcément aux attentes du corps social, des jeunes qui viennent de s'exprimer, et plus généralement des politiques économiques que la collectivité territoriale de Corse entend désormais mettre en œuvre. Donc il faut aussi qu'on interroge le modèle économique. L'emploi local, naturellement, mais pour quel type d'économie? Si on est dans le cadre d'une économie de production à 10 ans ou à 20 ans, dans tous les grands domaines, immatériel, agricole, de services, de proximité, etc., il faut qu'on ait une réponse aussi concomitante en termes, Josepha l'a dit, de monter en compétence des acteurs, de monter en compétence de ceux qui aujourd'hui demandent et légitimement à avoir accès au marché du travail. Et il y a effectivement une action transversale à mettre en œuvre. Un dernier
On a donc un cadre, président, outre les conférences thématiques que vous organisez et l'action que nous déployons, c'est celui du schéma régional développement économique que nous allons dorénavant mettre en œuvre conjointement avec l'ensemble du Conseil exécutif. Il va nous permettre, conformément à ce que préconise la loi NOTRe, d'insérer des dispositions qui auront un caractère prescriptif. Et c'est en cela que j'insiste. Prescriptif, car quiconque voudra demain conventionner ou contractualiser avec nous en matière économique devra le faire en respectant globalement les prescriptions du schéma. Ce qui fait dire à certains, peut-être un peu rapidement, qu'il sera à l'économie ce que le PADUC est un peu à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme. Donc en clair, il y a ici quantité d'acteurs économiques, chefs d'entreprise et autres. Il faudra demain se conformer à cette idée-là. Donc il y a là un sujet plein qui appelle une transversalité dans l'approche et qui appelle des réponses techniques qui permettront dans l'année ou dans les 2 années qui viennent de commencer à inverser la tendance. Merci. Merci à vous. Oui. Bonjour, Jean Angelique, directeur d'Opcalia. Brièvement, je tenais juste à rappeler le rôle des OPCA, qui est un outil paritaire dont chaque jour, c'est être au plus près des besoins des entreprises et des besoins des salariés. Nous avons des moyens, nous avons des outils pour vous accompagner et nous sommes à votre entière disposition s'il le faut. Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner et faire remonter ces besoins qui sont bien sûr l'essence même de la réponse à toutes ces questions qui se posent. Merci. Merci.